Bienvenue dans cet épisode numéro 4 de votre mini-série de l'été Entre nous. C'est parti pour les 3 prochaines questions. Alors, il s'agit de l'avant-dernier épisode puisqu'il me reste 6 petits morceaux de papier dans mon pot. Quelle est la première question d'aujourd'hui ? Alors, c'est une question de Marie-Chantal. Comment en es-tu arrivée là où tu en es en étant partie de rien après avoir quitté ton ex ? Alors, Marie-Chantal, mon parcours, j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. De quelle manière ? Très certainement, je pense que mon expérience, elle se résume vraiment au travers la méthode ado que je peux vous partager dans ce groupe-là ou que je partage dans mes accompagnements aujourd'hui avec les personnes que je suis. Comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là ? Je crois qu'il y a 2 axes principaux. Le premier, c'est que au sortir de cet incendie de vie que j'appelle le divorce, j'ai d'abord accordé une importance fondamentale à qu'est-ce que j'avais fait auparavant et qu'est-ce que je n'avais plus du tout envie de faire, quelles étaient les choses auxquelles je ne renoncerais plus et dans quelle direction j'avais envie donc de diriger ma vie. Ça, c'est vraiment une chose essentielle. J'ai vraiment pris un crayon, un papier et j'ai listé tout ce qui était important pour moi. Alors j'ai été d'autant plus obligée de le faire que j'habite dans une région rurale et que le premier engagement que je me suis promise de tenir, c'était de ne jamais partir très loin du père de mes enfants, de manière à ce que mes enfants, qui à l'époque étaient petits, aient la possibilité de voir leur père autant que nécessaire. Donc ça, c'était dans ma feuille de route, quelque part, c'était mon premier axe. Et à partir de là, qu'est-ce qui était important pour moi ? Ce qui était important pour moi, c'était déjà de me retrouver dans un environnement qui soit nourrissant. Et c'est la raison pour laquelle l'habitat a eu autant d'importance. C'est que j'ai d'abord habité une première maison dans laquelle j'ai eu plein de problèmes. J'ai eu très très froid, cette maison était inchauffable, etc. Je m'étais fait la promesse aussi de garder une qualité de vie, c'est-à-dire que moi, n'ayant jamais vraiment vécu en appartement, je m'étais fait l'engagement vis-à-vis de moi-même de toujours vivre dans une maison dans laquelle j'offrirais un cadre de vie qui soit le plus optimum pour mes enfants et en tout cas qui soit le plus proche de ce qu'ils avaient à l'origine chez leur papa. Et de maintenir ce cadre de vie. Donc pour moi, rester dans une maison, c'était important. Et puis, en prenant soin de me focaliser sur ce que j'avais vraiment envie, ça m'a permis finalement d'éloigner tout ce qui ne correspondait pas à mes besoins et d'être vraiment focus sur je vais trouver des solutions pour accéder à ce dont j'ai envie et ce dont j'ai besoin. Donc c'est de cette manière-là que avec différents concours de circonstances que j'ai pu me retrouver dans la maison dans laquelle je suis aujourd'hui pour mettre mes enfants dans un cadre qui me semblait être le plus optimum pour eux, mais aussi pour moi, pour pouvoir donc m'occuper de moi, m'occuper de ma santé et puis surtout m'occuper de ma reconstruction morale. Ça, c'est la première des choses. Et puis quand j'ai fait cette feuille de route, après, bien évidemment, il y a eu l'aspect professionnel en disant, en prenant cet engagement de ne pas partir, je me coupais professionnellement parlant d'opportunités, notamment que je pouvais avoir dans des grandes villes pour retrouver du travail rapidement. Donc toujours pareil, en étant extrêmement focus sur qu'est-ce qui était essentiel pour moi, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Dans mes premières aspirations professionnelles, j'avais fait le point en disant pour moi c'est important pendant cette douzaine ou cette quinzaine d'années qui vient de s'écouler, je me suis éloignée de ce qui était essentiel pour moi, c'est-à-dire créer, avoir de belles choses autour de moi, de belles matières, etc. Et c'était un moment où j'étais vraiment en recherche de solutions pour me dire comment est-ce que je peux finalement retrouver mes premiers amours, comment est-ce que je peux m'épanouir déjà professionnellement parlant à travers ce que je sais vraiment faire. Donc là, j'ai eu une bonne étoile
puisque je suis redevenue salariée pendant 2 ans à peu près, et j'ai eu la chance, alors je ne sais pas si c'est de la chance ou si je l'ai attiré à moi, mais en tout cas j'ai eu la chance de retrouver un poste de directrice artistique dans une maison de chapellerie qui se trouvait donc à quelques kilomètres, à une trentaine de kilomètres de chez moi. J'ignorais totalement, j'ai ignoré pendant 15 ans que j'avais 2 entreprises qui étaient spécialisées dans la chapellerie, donc à quelques pas de chez moi. Et donc l'une de ces 2 entreprises a bien voulu m'embaucher, et ça m'a permis donc déjà de me reconnecter à professionnellement parlant ce qui était essentiel pour moi. Donc j'ai pu donner le meilleur de moi-même. Et puis malheureusement cette entreprise a déposé le bilan. Et faute de pouvoir la racheter, eh bien je me suis dit, et aujourd'hui qu'est-ce que je fais? Donc dans ma démarche, j'ai continué de rester, d'être vraiment très focus sur ce qui était important pour moi, donc créer, apporter de la beauté, apporter de la valeur, etc. Et puis j'ai entamé à ce moment-là, au moment où je me suis posé la question de dire ok, maintenant j'ai perdu mon poste de salarié, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait en quelque sorte un mix entre ce que j'avais appris de cette expérience de 2 ans, donc notamment dans ce métier de modiste. Eh bien, j'étais confrontée à faire des achats pour la création des collections de l'entreprise, et souvent, quand on fait des chapeaux, on a une utilisation matière qui est assez peu importante. On achète du tissu, notamment on achète un certain nombre de matières que certains métiers comme le prêt-à-porter ou la haute couture par exemple consomment en grande quantité. Pour faire une robe il faut 2 mètres de tissu, alors que pour faire un chapeau il faut 30 cm de tissu. Et tout ça, ça m'a permis de dire finalement dans mon métier à quoi j'ai été confrontée. J'ai été confrontée au refus de certains fournisseurs d'accéder à certaines matières parce que j'en prenais pas assez. Et donc je me suis dit, finalement, si j'en achète plus, comment est-ce que je pourrais revaloriser cette matière différemment au sein de mon activité. Et donc lorsque j'ai pris la décision de me mettre à mon compte, c'est cette remarque-là qui a guidé en fait mes aspirations, en disant à partir d'une seule et même matière, comment est-ce qu'on peut la transformer pour pouvoir pour pouvoir la rendre multiple finalement. Et c'est à ce moment-là que je me suis alors j'ai toujours été passionnée de technologie, et j'ai réouvert finalement ma veille technologique, et je me suis intéressée au laser. Et pour faire court, bien finalement j'ai créé mon entreprise dans laquelle mon activité principale, ça serait la gravure et la découpe laser. J'en ai fait quelque chose de particulier dans la mesure où je l'ai rapproché de mes métiers de la haute couture, et j'ai proposé d'abord un service que j'ai mise au point après de nombreux mois de recherche. J'ai proposé donc un service de prestataire d'atelier de haute façon laser, c'est-à-dire je suis toujours capable de découper des matières au laser sans laisser de traces de combustion sur des matériaux extrêmement fragiles comme la soie, la plume, la feuille d'or, etc. Et j'en ai fait une compétence extrêmement spécifique. Ce qui a vraiment été essentiel dans mon parcours aussi, c'est toujours de dire je veux pas faire les choses comme les autres. Alors ça, c'est peut-être aussi ce qui me caractérise. Depuis que je suis toute petite, j'ai pas été quelqu'un de très bien intégré à l'école. J'ai toujours été extrêmement créative. Alors aujourd'hui, on parle de ces profils de zèbres, etc. Bon, à l'époque, ça n'existait pas, on n'en parlait pas comme ça. Mais en tout cas, moi, je me rendais bien compte que j'étais un peu voilà, je vivais pas dans le même monde que mes camarades à l'école, parce que j'avais cette créativité à l'intérieur de moi, et c'est ce qui m'a permis, c'est cette souffrance finalement quand j'ai été plus jeune qui m'a exclue peut-être socialement, qui m'a permis par la suite de dire ok, qu'est-ce que je peux proposer de différent, parce que je pense différemment, parce que je fais différemment et parce que je crée différemment. Donc voilà, donc j'ai créé une entreprise avec un savoir-faire qui était unique sur la base d'une observation, d'une autre expérience passée, et sur la base aussi de mes compétences à être très très ouverte et à apprendre facilement. Donc ça, j'ai créé mon entreprise d'abord avec cette compétence-là. Ensuite, j'ai évolué, j'ai fait des rencontres, et puis surtout à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris à devenir chef d'entreprise. Pendant 2 ans, j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés un coach, d'avoir un coach
qui formait les chefs d'entreprise. Alors pas les chefs d'entreprise avec des structures aussi petites que la mienne, des chefs d'entreprise avec des structures au minimum 15 à 20 personnes. Voilà, et j'ai eu la chance de pouvoir accéder eh bien, à ces ressources, à cet accompagnement, en ayant finalement une structure d'entreprise voilà, qui était vraiment beaucoup plus petite, puisque j'ai toujours travaillé toute seule. Mais tout ça, ça m'a permis de forger mon esprit, d'apprendre à changer mon état d'esprit en étant d'autant plus à l'écoute de ce que j'avais vraiment envie d'accomplir et d'apprendre que tout est possible, que dans la mesure où on se forme, dans la mesure où on change notre état d'esprit, dans la mesure où on met en place de nouvelles habitudes, eh bien on a la possibilité de faire tout ce dont on a réellement envie. Ça, c'était un premier axe, donc d'avoir l'immense chance d'avoir croisé aussi quelqu'un sur mon parcours qui m'a permis de changer vraiment d'état d'esprit. Parallèlement, bien sûr, je me suis soignée, j'en ai parlé dans les autres épisodes, j'ai fait la connaissance donc du maître en médecine traditionnelle chinoise qui m'a d'abord soignée puis ensuite m'a transmis une partie de ses connaissances, et je continue à me former aujourd'hui sur cette spécialité. Et puis la chose également qui a été importante, c'est que quand j'ai lancé mon entreprise et que en étant partie sur un marché, sur une niche extrêmement petite, et en voyant que c'était voilà, difficile pour moi d'acquérir des clients, j'ai fait le point à un moment donné de mes compétences, et j'étais très consciente que notamment je communiquais mal, je faisais des choses exceptionnelles mais que personne ne le savait. Donc j'ai appris ensuite à communiquer, et la formation a pris petit à petit une place extrêmement importante dans ma vie, parce que j'ai compris que si je voulais aller dans une certaine direction, je n'allais pas y arriver seule. En tout cas, c'était pas en suivant simplement des vidéos sur YouTube que j'allais pouvoir avancer à la vitesse à laquelle j'avais besoin et envie d'avancer. Donc je me suis formée, j'ai dépensé énormément d'argent dans différentes formations, dans des formations qui parfois m'ont permis de structurer mon entreprise, dans des formations qui parfois m'ont permis de changer d'état d'esprit, ou dans des formations qui m'ont appris à utiliser le marketing pour mettre en valeur ce que j'avais à proposer à l'intérieur de moi. Donc la formation a vraiment été quelque chose de très 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 important. Et puis qu'est-ce qui fait au final que je m'en suis sortie et que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui? Alors dans l'épisode précédent, j'ai parlé d'ikigai. Qu'est-ce qui a fait que j'ai trouvé cette activité? Qu'est-ce qui a fait que j'ai créé mon intérieur, mon havre de paix? Mais pour répondre à ta question, je crois que la chose essentielle qui est à retenir, c'est que la seule chose qui a fait que je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui, eh bien c'est parce que j'avais un pourquoi qui était suffisamment fort. Parmi tous les exercices que j'ai pu faire dans les formations que j'ai pu suivre, il y a un exercice qui était essentiel, c'est de dire pourquoi est-ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous devriez faire ça, pourquoi est-ce que vous devriez changer d'état d'esprit, pourquoi est-ce que vous devriez faire telle ou telle chose plutôt pour votre santé. Et mon pourquoi, en ce qui me concerne, eh bien sûr, ça a été mes enfants, de dire: je suis une maman, alors j'ai pas le droit je peux pas renoncer, je peux pas abandonner mes enfants, je peux pas ne plus m'en occuper. Et puis surtout, au final, ce qui était important pour moi, c'était de dire finalement qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre. Au-delà de leur transmettre un patrimoine matériel, l'argent était souvent un sujet de conflit entre leur père et moi, c'était de me dire, ok, qu'est-ce que je peux leur transmettre d'immatériel qui soit finalement plus précieux que le matériel. Et donc c'est vraiment ce pourquoi-là qui m'a permis de dire, ok, si je veux montrer une certaine voie à mes enfants, il faut que moi-même je l'ai empruntée. Si je veux permettre à mes enfants de devenir plus compétents, il faut que je leur montre que malgré mon âge, je sais toujours me former. C'était important pour moi de leur montrer aussi qu'en changeant d'état d'esprit, on changeait nos résultats. Et que je leur ai montré aussi qu'avec du travail, de la patience, eh bien, il était possible d'aller là, exactement là où on avait dit qu'on irait. Donc, plus que tout, ce qui est à retenir dans cette question qui m'est posée, qu'est-ce qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui en partant de zéro? Eh bien, c'est mon pourquoi. Voilà. Donc,
J'espère que cette réponse à cette question vous inspirera. Je vous invite maintenant à passer à la question numéro 2. Alors, c'est une question d'Isabelle qui me dit comment as-tu su rebondir et faire confiance à nouveau? Alors, comment est-ce que j'ai... Alors, j'ai rebondi, je crois que j'ai répondu un petit peu dans la première question. Par contre, je vais retenir la deuxième partie de cette question qui dit comment ai-je fait confiance à nouveau? Alors oui, effectivement, quand on a traversé un incendie de vie comme celui de la séparation, eh bien, on se dit qu'on fera plus confiance à personne, qu'on fera plus confiance à d'autres hommes, etc. Et inévitablement, on se met dans une espèce de bulle en disant finalement, je vais faire mon parcours et je vais faire mon chemin. Donc oui, c'est ce qui s'est passé. Et à un moment donné, j'ai compris quelque chose d'essentiel, c'est que cette phase de reconstruction, j'avais besoin en partie de l'accomplir seule. Donc j'ai eu notamment une personne après ma séparation qui est restée dans ma vie pendant 4 ans. Puis après j'ai cheminé beaucoup seule aussi pour apprendre une chose essentielle, c'est à d'abord savoir compter sur moi avant de compter sur les autres. Je m'explique. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas ça veut pas dire qu'il faut pas demander d'aide. Bien au contraire, mais je pense que la première phase, c'est d'abord d'être convaincu qu'on a plein de ressources à l'intérieur de soi et qu'on est capable d'accomplir beaucoup de choses. Se former, essayer, mettre en œuvre des choses, regarder les résultats, ça fait partie de ce chemin-là déjà pour reprendre confiance en soi. En ce qui me concerne, je vais prendre un exemple. Voilà, moi j'ai baigné dans un environnement où on pensait que mes dons artistiques ne seraient jamais rémunérateurs. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû énormément travailler. Ça a été une croyance qui m'a limitée pendant très longtemps. Et le jour où j'ai accédé à ma première maison de luxe dans le cadre de mon activité d'artisan d'art, je me suis rendu compte que c'était le fruit de tous mes efforts, de changer mon état d'esprit, de changer mes actions, de ne rien lâcher, de toujours avancer, de toujours être en mode solution plutôt que problème, et au final de voir que j'étais capable d'aller là où je voulais aller. Donc la première chose, c'est d'avoir d'abord confiance en moi, et puis surtout ne pas confier mon bonheur à quelqu'un d'autre. Ça a été quelque chose dans ma vie privée qui a été très importante. J'ai compris une chose, c'est que finalement, on ne peut pas confier notre bonheur à quelqu'un d'autre. Nous sommes responsables de notre bonheur. Et tant qu'on n'est pas capable de passer des week-ends seul, en étant très bien, en étant nourri par la musique, la lecture, le travail, les balades, la photo, bref, que sais-je, tant qu'on ne se sent pas à 100% nourri lorsqu'on est totalement seul, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose. Et puis quand on atteint cette phase, je dirais, de sérénité, de confiance en soi, voilà, sans aucune prétention pour autant, là on commence à se dire, finalement, je suis heureuse avec très peu de choses. Je peux être heureuse seule, je peux être heureuse avec mes enfants, je peux être heureuse bien sûr aussi quand il y a quelqu'un dans ma vie, je peux être heureuse avec beaucoup de choses et je peux être heureuse sans très peu de choses. Donc finalement, c'est d'avoir cheminé à l'intérieur de soi déjà pour être heureux avec peu, dans tous les sens, dans tous les secteurs de notre vie. Donc ça, c'est la première des choses, et ça, c'est l'expérimentation indirecte d'une forme de minimalisme dont je parle aujourd'hui dans mes accompagnements. Et puis, la deuxième chose, après, c'est de se dire, qu'est-ce que j'attends de la relation avec l'autre? Alors, il est certain qu'aujourd'hui, le minimalisme, il s'applique également dans mes relations sociales. Dans mes relations familiales, dans mes relations amicales, je me suis rendu compte qu'en fait, il valait mieux peu mais de qualité que beaucoup de manière médiocre. Donc effectivement, ça m'a permis de faire des choix dans mes relations sociales et puis parfois de laisser aller des relations qui avaient compté pour moi pendant des années et de m'en séparer en étant totalement ok avec ça, en disant mais finalement la vie c'est un cycle.
Voilà, enfin il y a plusieurs cycles, on évolue et tout est impermanence et même les relations sont impermanentes. Et donc d'accepter ça, de dire mais quand on change nous-mêmes, effectivement tout change autour de nous, et d'accepter que ça puisse avoir une incidence sur les choses autour de nous, eh bien c'est très important. Donc il y a un moment donné, quand on est suffisamment bien avec soi, on se dit et qu'on a fait le choix conscient de dire ben non, telle ou telle relation, elle ne me nourrit pas, elle n'est pas respectueuse de ce que j'ai envie de vivre, etc. Il y a un moment donné où ben, on se réouvre aux autres, hein, parce que c'est normal, l'être humain est un être social, il est fait pour avoir des relations sociales. Et bien il y a un moment donné où on se dit finalement quels sont les individus qui me portent. Donc moi pour ma part, je suis toujours extrêmement nourrie par les personnes que je peux rencontrer sur le plan entrepreneurial. J'ai tout autour de moi une communauté absolument extraordinaire de vraies personnes voilà, qui sont belles de l'intérieur avec des valeurs que je partage et une éthique très forte. Et voilà, donc mes relations sociales aujourd'hui, je refais confiance, toute proportion gardée, disons que je me mets en connexion avec les gens à la hauteur de ce qui est juste pour moi. Et quand je pense que c'est plus adapté ou que c'est trop, à ce moment-là, je me retire. Et puis sur le plan personnel, c'est vrai qu'il est pas évident de refaire confiance à quelqu'un, notamment sur le plan sentimental. Mais là, c'est toujours pareil, quand on est bien avec soi-même, ça nous permet d'avoir déjà la patience de dire je ne la cherche pas cette personne-là, mais toujours pareil, si je me focalise finalement sur quelle relation j'aimerais avoir, si je me focalise sur ce que j'ai envie et si je m'imagine être réel ce que j'ai envie, eh bien on a beaucoup plus de chances d'attirer ça à soi plutôt que de focaliser en disant je veux pas quelqu'un de brun, je veux pas quelqu'un de comme ci ou de comme ça, bref. Voilà, donc et c'est ce qui permet au moment où on croise une personne de se dire je suis bien, donc j'ai grosso modo tout ce qu'il me faut. Cette personne-là, si elle m'apporte quelque chose, ben c'est forcément un plus. J'appellerais ça la cerise sur le gâteau. Et ce qui fait que je suis en mesure déjà de donner le meilleur de moi-même dans cette relation, que ça soit professionnelle, amicale ou sentimentale. Je suis en mesure de donner le meilleur de moi-même parce que je me sens bien. L'autre n'est pas une béquille pour moi, elle est un plus. Eh bien ça ouvre, ça nous fait rencontrer des gens, alors bien ailleurs que sur voilà, les plateformes de rencontres auxquelles je n'ai jamais eu accès, en me disant voilà, je fais confiance à la vie, voilà, il y aura forcément un moment où ce que je vibre, eh bien ça vibrera chez quelqu'un d'autre et je pourrais le partager. Donc voilà, donc ce qui m'a permis de dire ben, dans la mesure où je suis bien avec moi-même et le jour où je rencontre quelqu'un, si cette personne je considère qu'elle est en mesure voilà, de raisonner par rapport à ma façon de voir les choses, par rapport à ma façon de vivre et là où j'ai envie d'aller, ben, je laisse la porte ouverte progressivement pour apprendre à voilà, connaître les personnes. Encore une fois, c'est valable aussi bien sur le plan amical que professionnel que sentimental, de laisser la porte ouverte, voilà, d'entamer la relation et puis de voir avec le sens de laisser du temps, d'être beaucoup dans le partage, de beaucoup expliquer les choses, d'être dans le partage et puis de voir au fur et à mesure du temps ce que ça peut donner et ce qui finit par créer de belles relations sociales et également de belles relations personnelles. Voilà, donc j'espère que cette réponse eh bien, vous inspirera, vous permettra d'y voir plus clair et puis surtout vous guidera pour savoir comment effectivement refaire confiance à quelqu'un à l'avenir. Question numéro 3. Alors, c'est une question de Stéphanie. Comment as-tu eu l'idée de te lancer sur le net et comment as-tu fait? Alors Stéphanie, comment j'ai eu l'idée de me lancer sur le net? Alors ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à vous partager.
Dans ma vie, un sujet dont je n'ai pas beaucoup parlé, ce sont les voyages. Et pourtant, c'est quelque chose de très 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 important pour moi, puisque j'ai eu la chance de vivre avec mes parents une expérience d'expatriation à l'étranger. J'ai eu la chance de voyager. Et je suis très 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 attachée à tout ce que je peux rapporter de ces voyages, tant sur le plan des sensations, de la culture, etc. Donc les voyages, c'est quelque chose de très important pour moi. Et lorsque je me suis posé toutes ces questions sur je dois créer ma propre activité, je monte mon entreprise, mais de quelle vie est-ce que j'ai vraiment envie? J'ai su quelques années après avoir démarré que j'étais vraiment pas faite pour travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, voilà, 52 semaines par an, au même endroit, avec les mêmes personnes, etc. Donc pour moi, exit le travail de salarié. Et puis également, je me suis aperçue que même si j'adorais mon atelier, que je pouvais y passer des heures, que c'était pas forcément l'endroit où j'avais envie d'être le 100% du temps, et que par conséquent, j'arrivais à un âge où j'avais grandement besoin de liberté, et notamment de pouvoir me déplacer un peu plus souvent que ce que j'avais eu l'occasion de le faire. Donc je me suis dit, finalement, j'ai mis dans mon adéquation, voilà, travailler, gagner de l'argent, contribuer, créer, mais aussi finalement avoir une vie quelque part qui soit nomade. Alors peut-être pas 100% du temps, mais en tout cas avec des temps de nomadisme. Et donc c'est vraiment ce qui a drivé mes recherches, en me disant comment est-ce qu'on peut faire pour travailler, sachant que je ne peux pas emmener ma machine sous le bras à chaque fois que je vais dans un autre pays ou dans une autre région de France. Donc comment est-ce que je pourrais valoriser mes compétences d'une autre manière. Et puis rapidement, en faisant quelques recherches sur internet, je me suis aperçue qu'il existait donc ce fameux métier de web entrepreneur ou d'infopreneur, qui est un métier à part entière. Alors oui, certes, on trouve de tout sur internet, et il faut toujours rester extrêmement vigilant sur les informations qu'on croise. Il faut toujours prendre le temps de les analyser et de se les approprier, de faire ses propres tests et d'en tirer nos propres conclusions. Donc dans ce cheminement toujours très méthodique, je me suis aperçue que effectivement ce métier de web entrepreneur, c'était quelque chose qui répondait à mon cahier des charges: travailler, gagner de l'argent, élever mes enfants, mais voyager. Et donc là, je me suis aperçue que je n'étais absolument pas compétente pour pratiquer ce métier seule. Donc je me suis formée, et là c'est vraiment 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 quelque chose d'important, c'est que j'ai accepté, j'ai fait parfois des sacrifices financiers. J'ai évité d'acheter telle ou telle chose pour moi ou pour les enfants au profit de l'achat d'une formation. Donc j'en ai acheté plusieurs. J'ai toujours appris quelque chose, il y en a que j'ai plus mis à profit que d'autres, mais elles m'ont toutes été bénéfiques. Il y en a une en particulier qui m'a vraiment 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 permis de créer mon intérieur, mon havre de paix. C'est une formation qui s'appelle Vivre de sa passion, qui est dispensée donc par Sylvain Carruffel, qui est un web entrepreneur à l'origine donc du site donc La Solution est en vous, et qui forme donc toutes les personnes qui ont des passions à en faire leur métier grâce à Internet. Parmi tous les formateurs qui vendent ce genre de programme, Sylvain a été celui qui a été le plus... celui qui a raisonné le plus juste. Alors Sylvain Carruffel, c'est un Canadien, il est au Québec, et j'ai vraiment trouvé beaucoup de ressources au Québec, parce que se dégage de ce pays culturellement une sensibilité et une authenticité qui, moi, m'a touchée profondément, qui a résonné à l'intérieur de moi, qui me paraissait juste, honnête et sincère, et qui m'a permis de faire ce chemin juste, honnête et sincère pour mener à bien le projet que vous suivez aujourd'hui, qui est mon intérieur, mon havre de paix. Donc si je résume, pour moi, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est de faire le point sur là où j'avais vraiment envie d'aller,
de faire le point de est-ce que je suis compétente pour faire ça seule, et étant donné que je ne l'étais pas, donc de me former. Et je me forme encore aujourd'hui régulièrement sur le sujet du web entrepreneuriat, parce que je ne sais pas tout et que j'ai encore plein de choses à apprendre, mais en tout cas ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, eh bien ça me permet d'avoir voilà, une entreprise qui soit saine, stable et pérenne, avec de plein de projets super enthousiasmants. Et donc c'est parce que je me suis formée que je peux voir cette situation sous cet angle. Voilà, j'espère que cette dernière réponse eh bien, va vous inspirer, va vous permettre de mettre en place des choses eh bien, dès la fin de cette vidéo ou dès demain matin dans votre vie. Changez votre point de vue, regardez si vous êtes compétente, regardez où sont les compétences lorsque vous ne les avez pas. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont essentielles. Alors je vais vous inviter, comme les fois précédentes, à me mettre dans les commentaires quel est le point que je vous ai partagé à marquer et que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie. Si vous avez d'autres questions d'ailleurs à me poser par rapport à ce que je vous ai partagé, sentez-vous libre de le faire dans les commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt pour le dernier épisode, l'épisode numéro 5 de cette mini-série de l'été entre nous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.